Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christine et bonjour Michel. Bonjour Emmanuel, bonjour Christine. Merci Michel. Alors, ce qui nous a animés à vouloir toutes les deux t'accueillir dans ce premier épisode, c'est que tu nous expliques déjà qu'est-ce qui t'a animé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au sujet que tu vas nous dévoiler. Et ensuite, on partagera de quoi il s'agit, à savoir un panorama sur la compréhension de l'époque que nous vivons aujourd'hui et d'aller tirer dans le passé des racines de compréhension. Alors, qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire cette recherche? D'accord. Alors, il y a deux moments. Donc, le premier moment, c'est il y a 20 ans. Donc, je travaillais dans le monde des affaires. Je travaillais pour Belgacom, une entreprise commerciale dans le télécom en Belgique, dans l'ancien monopole national. Et je commençais vraiment à me sentir un peu mal dans mon métier parce que je trouvais que le monde n'évoluait pas dans un sens positif et ce que je faisais ne semblait pas apporter des solutions aux problématiques que je voyais autour de moi au niveau de la crise écologique, une crise psychologique aussi dans les entreprises. Les gens avaient du mal à trouver du sens dans leur travail et puis tout ce qui se passait autour des réseaux. Et donc, j'ai pris 2 années sabbatiques où j'ai surtout... donc, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on change? C'était ma grande question parce que dans ma jeunesse, j'avais été marxiste, donc j'avais une vision assez un peu dualiste de la société. Donc, il y a la classe ouvrière qui va changer le monde. Et pour ça, il faut faire une révolution. Et puis, une fois qu'on aura pris le pouvoir, les choses vont changer. Et au fil du temps, j'ai perdu l'espoir que c'était la bonne façon de voir le changement social. Et donc, ma question, c'était ça. C'est comment est-ce qu'on change la société? Et donc, il y a 20 ans, j'avais déjà commencé à étudier les transitions. Donc, la fin de l'Empire romain, le 15e siècle, même le 10e siècle. Et donc, j'avais conclu de cette étude que le modèle révolutionnaire était plutôt minoritaire. C'est-à-dire que le modèle de la Révolution française et russe était bien réel, mais c'était qu'un modèle parmi beaucoup d'autres. Donc, que la révolution bourgeoise, par exemple, a pris plein de formes différentes. Mais en fait, j'avais retenu surtout que donc les civilisations, les modèles de société se désagrègent. Dans cette désagrégation, il y a une fragmentation de la société et c'est dans cette problématique qu'il y a des formes de germes, seed forms en anglais. Donc, c'est-à-dire que quand l'ancienne logique ne fonctionne plus, il y a des gens, des minorités créatives qui vont essayer de faire différemment. Ils vont créer des monastères, ils vont inventer des nouvelles techniques, des formes de comptabilité différentes, enfin plein de choses qu'on peut faire face aux problèmes sociaux et quand l'ancienne logique ne fonctionne plus. Et éventuellement, ces formes de germes vont se coaliser dans des sous-systèmes, éventuellement vont devenir assez forts pour changer la société. Donc, c'est seulement après un long processus de constitution d'alternatives qu'il peut y avoir un changement qualitatif. Bon, il y a beaucoup de détails, je ne vais pas entrer dans le détail. Là, c'est justement pour expliquer ma démarche. Et puis, pendant 20 ans, j'ai étudié les formes de germes d'aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai étudié l'open source, j'ai étudié les communs urbains et j'ai étudié le monde, on va dire, de la crypto, de l'économie digitale et tout ce qui émerge, Bitcoin, blockchain, voilà. Et donc, ça, c'est une deuxième partie de mon étude. Et puis, il y a eu les années Covid. Et donc, du coup, je pouvais pas voyager, faire mon travail de conférencier et d'organiser des workshops, etc. Et là, je me suis dit, il faut que je recommence une étude approfondie
des processus civilisationnels. Et donc, j'ai commencé à lire les macro-historiens. C'est quoi une civilisation? Comment est-ce qu'elle change? Et donc, un peu être moins hérocentrique, parce que je m'étais beaucoup concentré sur la fin de l'Empire romain. Alors, tout de suite, pour être honnête, on ne change pas d'où on vient. Hein, donc, on ne peut pas simplement inventer une sorte de conscience globale parce on a quand même chacun de nous, on est des êtres culturels, donc on est vraiment formé dans un endroit particulier. Justement, c'est ça qu'apportent les macro-historiens, sont tous des gens qui regardent l'histoire mondiale dans son entièreté. Donc ça, c'est nouveau. Donc, il y a plein de gens qui étudient des histoires particulières, géographiques, une civilisation ou une autre. Mais là, ce sont des gens, Spengler, Toynbee, Carroll Quigley, qui ont vraiment toujours eu cette vue de l'ensemble. Et au moins, on va dire l'histoire traditionnelle qui commence par l'écriture. Mais il y a aussi beaucoup d'auteurs qui vont plus loin dans le passé, donc qui font toute l'anthropologie, etc. Il y a même des auteurs, mais on parlera après, et qui font le parallèle entre les processus d'évolution de la matière, de la vie et de la culture. Donc il y a une sorte de dessous des cartes, une émergence. En fait, c'est un peu une vision cybernétique du monde, hein. C'est voir le monde comme un système organisationnel et de remarquer qu'il y a des processus qui sont vraiment pareils dans les trois domaines. Donc, la vie fait partie de la matière, la culture, la conscience fait partie de la vie, etc. Et donc, il y a des points communs. Donc, on appelle ça Big History. Et en général, c'est macro-history. Donc, macro-history, c'est tous les gens qui étudient le monde dans son entièreté. Et Big History, c'est un truc bien particulier qui essaie de voir les lois évolutives dans les trois domaines du changement. Voilà. Et donc, pourquoi c'est utile? Parce qu'il y a vraiment des patterns. Donc, il y a des patterns, il y a des cycles. Donc, on peut identifier des cycles courts, des cycles longs. Et il y a plein de patterns. On peut, par exemple, Toynbee, challenge and response. Donc, c'est-à-dire, il voit l'histoire humaine comme des challenges qui viennent de la nature ou soit d'autres civilisations qui sont un danger pour une civilisation particulière. Donc, comment va réagir la civilisation à ces dangers? Donc, c'est un pattern, hein, challenge and response. Il y a comme ça plein de patterns intéressants qui vont enrichir notre regard et donc qui aident à comprendre des processus transitionnels. Donc, je crois que pour comprendre où on est, et je crois que l'univers est constitué non pas de matière, mais aussi de signification. Donc, en anglais, the universe is constituted of meaning. Pour les êtres humains, on ne peut pas agir sur le monde sans savoir pourquoi on fait les choses. Donc, on a des buts. Et donc, il faut savoir où on est, mais il faut aussi savoir quand on est. Donc, où on est, c'est très influent. Donc, si on est un Belge bourgeois, flamand, avec un niveau d'éducation, donc c'est tous des déterminants de notre condition. Mais en fait, le quand est tout aussi important. Est-ce qu'on est dans une phase ascendante de notre société et de la civilisation, ou est-ce qu'on est dans une phase descendante? La psychologie est complètement différente. Et en particulier, il y a des moments en particulier où vraiment on est dans un moment de désagrégation. Mm-hmm. Et donc ça, c'est encore particulier. Voilà. Et donc, c'est très important de savoir où on est, mais aussi quand on est. Hein? When are we? Donc, ça, c'est une question que je me suis posée. Alors, je ne crois pas qu'on peut prédire le futur. Hein? On est des agents, on est actifs. Donc, on peut... pas en tant qu'individu uniquement, mais en tant que collectif. Donc, il y a des choses qui sont sujets à des actions libres et humaines. Mais je crois quand même qu'en regardant de façon intelligente les patterns et les formes de germes, on peut conclure certaines choses. En tout cas, moi, je le crois. Donc, par rapport à beaucoup d'autres personnes, j'ai une vision beaucoup plus détaillée du futur que la plupart des gens, parce que je crois qu'il y a des patterns qu'on peut reconnaître. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est peut-être aussi le but de notre conversation, c'est de voir
voilà, qu'est-ce qui est en train de venir et pourquoi on peut dire non pas avec certitude, mais avec une certaine confiance qu'il y a des choses qui sont en train de se développer. Juste une précision que j'avais envie de demander. Donc, ce camp, à quel moment sommes-nous? Comment le vois-tu comme une forme de, justement, de désagrégation de la société ou de nos sociétés, d'ailleurs? Un moment d'émergence? Peut-être justement les deux? Et ce que je voulais partager, c'est que tu mentionnais 2 questions, mais en fait, il y en a une troisième, c'est que tu vas chercher aussi d'où on vient. Le qui on est et le quand on est, ce que tu viens de faire, c'est une recherche sur des macro-historiens qui précisément regardent le panorama historique. Et ça, c'est profondément essentiel aujourd'hui parce que on a coupé les racines. Voilà, le numérique a coupé cette habitude d'aller chercher dans les racines et c'est ce qui participe au fait que les gens sont encore plus perdus pour penser demain. Et si on pense tout seul en boucle avec soi-même, ça va pas très loin. Et là, ce que tu nous apportes, c'est cette perspective, grâce à ces auteurs, de regarder en profondeur l'évolution des civilisations pour en retirer des patterns, des modèles de compréhension, des choses récurrentes et des cycles. Donc voilà, je pense que c'est ce d'où on vient est important aussi à comprendre. Nombreux ont été les auteurs qui ont dit on ne peut pas penser le futur sans avoir une compréhension du passé. Et donc, je crois que c'est ça aussi que tu vas nous apporter. Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ces questions. Donc, la première chose, c'est que donc on pourrait considérer que la société, la civilisation, c'est un système complexe qui a des moments de stabilité relative et puis il y a des moments de crise. Et en fait, ma façon de le voir, c'est qu'il y en a 3. C'est-à-dire qu'il y a la nature, l'environnement, dans les écosystèmes. On est inséré dans cet écosystème, mais la société humaine est aussi à une autonomie relative par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle peut réagir par rapport aux crises de l'écosystème. Donc, elle n'est pas passive, on est un agent. Donc, la société est aussi un système complexe, relativement autonome, mais évidemment relié à l'écosystème général de la nature. Et alors, je dirais qu'il y a un troisième système, c'est la conscience humaine. C'est-à-dire que notre cerveau, notre conscience n'est pas neutre, mais on a des façons d'organiser la conscience humaine qui vont déterminer justement comment on va réagir. Donc, en fait, il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème naturel, qu'est-ce qui se passe dans la société, donc les structures sociales, les infrastructures technologiques, mais aussi quelles sont les mentalités et les structures de ces mentalités qui permettent de réagir d'une certaine façon par rapport à ces réalités. Et donc, on pourrait par exemple dire déjà que la civilisation humaine est déjà une réponse à une crise écologique. Donc, il y a eu une déglacialisation, je crois qu'il y a 12 000 ans environ. Donc, le niveau de la mer s'est augmenté de 150 mètres, je crois, donc quelque chose d'énorme. Et donc, à un moment donné, il y a eu, par exemple, l'assèchement de l'Afrique du Nord et donc le contraire s'est passé en Mésopotamie. Et donc, les humains qui vivaient dans cette région ont eu le choix, soit on fuit et on cherche d'autres endroits où on peut vivre, donc redevenir nomadique, rester nomadique, soit, et c'est ça donc la civilisation, c'est on va s'organiser pour maîtriser la nature. Et donc voilà, donc l'origine de la civilisation pour moi, ça vient de Toynbee par exemple, hein, c'est cette réponse que des groupes humains se sont dit, si on veut survivre et rester ici, on doit s'organiser pour maîtriser les flux naturels, donc l'irrigation, les inondations, voilà. Donc ça c'est déjà peut-être une façon de voir. Et puis on pourrait peut-être aussi voir qu'il y a des niveaux de civilisation. Donc il y a donc d'abord en gros des façons de vivre. Hein. Donc il y a ce qu'on appelle le chasseur-cueilleur. Donc c'est une façon particulière de s'organiser en tant que groupe humain en étant flexible au niveau géographique et en suivant la nature, si on veut, en suivant les ressources naturelles. Et puis il y a la deuxième forme qui est la forme agraire.
qui va créer un surplus, qui va créer les villes, qui va éventuellement créer des formes étatiques. Et puis, à une forme qui devient la civilisation industrielle. Plus ou moins, peut-être, on peut commencer la modernité au XVIe siècle. Et puis, à un niveau qu'on est aujourd'hui, c'est le niveau cognitif et cybernétique. Donc, du coup, et alors, ce qui est très important au niveau aujourd'hui de ce changement, c'est que la civilisation était essentiellement géographique. Donc, c'est comment organiser la relation entre la ville et l'agriculteur et donc la campagne. Et aujourd'hui, on a cette capacité nouvelle de s'organiser, de coordonner les activités humaines et donc d'allouer des ressources par la coordination mutuelle dans des systèmes numériques. Donc, du coup, on est dans le non géographique, on est dans le non territorial. Donc ça, tout ça, ça fait partie de la crise. Hein. Donc, il y a beaucoup d'éléments, mais pour se placer. Alors, encore peut-être un élément important, c'est que les changements civilisationnels, de type de civilisation, se font jamais dans la douceur. Donc, c'est pas une évolution. Donc, dans le sens que il y a un certain niveau de connaissance, de complexité, et puis on apprend et on améliore. Non. En fait, il y a à chaque fois une désagrégation. Il y a des grandes crises sociétales. Donc, il y a une désagrégation du système complexe. Et dans cette complexité, dans cette crise, il y a les formes de germes qui vont... Donc, il y a des minorités créatives qui ont essayé de faire les choses d'une façon différente. Donc, ils vont répondre aux challenges, aux problèmes de leur société, et ils vont trouver des solutions dans une logique qui n'est pas la logique ancienne, mais qui va justement déterminer la logique nouvelle. Voilà. Donc, ça, c'est un peu en gros. Et donc, alors, pour peut-être un peu expliquer aussi ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, admettons qu'on a un certain niveau de complexité. Donc, la société, elle gère un certain niveau de complexité. Donc là, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit elle n'a plus les ressources pour pouvoir continuer. Donc, par exemple, dans l'Empire romain, à un moment donné, elle ne pouvait plus s'étendre. Donc, il y avait plus d'or, il y avait moins d'esclaves, donc de moins en moins de ressources pour pouvoir maintenir un certain niveau. Donc, à ce moment-là, en fait, elle va devoir, donc le système va se fragmenter et va créer des sous-systèmes à un niveau de complexité moindre. Donc, c'est ça une chute civilisationnelle. Ou bien, il y a un nouveau média, par exemple, qui va augmenter le niveau de complexité. Donc, l'imprimé ou les médias numériques. Donc, du coup, le niveau existant de complexité ne peut plus gérer le surplus de complexité qui est créé. Et donc, là aussi, on a le choix on peut descendre ou on peut monter. Alors, par exemple, pour moi, la chute de l'Empire romain, c'est une descente. En tout cas, au début, hein. Donc, l'Antiquité tardive et le début du Moyen-Âge, il n'y a plus de routes, il n'y a plus de villes, il n'y a plus de céramique. Donc, il y a vraiment donc, il y a une relocalisation, il n'y a plus de commerce. Donc, il y a une chute de niveau de complexité. Par contre, moi, j'estime au 15e, 16e siècle, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir au niveau du capitalisme, je crois que là, c'était un nouveau modèle de complexité plus élaboré, puisque le conflit qu'il y avait à la fin du Moyen-Âge, donc le conflit religieux, a été absorbé dans le nouveau système et la religion est devenue une affaire privée. Donc, du coup, on a gardé la liberté de conscience, la liberté religieuse, et on a trouvé des autres moyens de s'unifier, c'est-à-dire le capital, l'État et la nation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est dans un même moment de transition. Donc, il y a fragmentation, et la fragmentation crée la polarisation. Parce que quand on est seul et qu'on est dans un narratif intégratif, on cherche, mais où est-ce que je suis? Qui est-ce qui va pouvoir m'aider? Qu'est-ce qui va me renforcer dans mon isolation? Et du coup, donc, on va avoir, par exemple, la lutte entre les païens et les chrétiens au 5e siècle, entre la Réforme et les catholiques au 15e siècle. Et à mon avis, la guerre culturelle aujourd'hui, on pourra en reparler après, c'est l'expression de cette polarisation aujourd'hui.
Et donc, évidemment, il n'y a pas de solution à cette polarisation. Donc, la solution ne se trouve pas dans la victoire nécessairement d'une des deux parties, mais dans un renouveau complet des règles de la civilisation. Alors, les chrétiens, ils ont gagné hein, au 5e siècle, mais la société qui a émergé, et ça a duré 5 siècles, était quelque chose qui était totalement différent de la société qui existait avant. Donc, les changements de civilisation, c'est aussi très important, sont des transvaluations, c'est-à-dire c'est vraiment des changements de valeur. Donc, ce qui est considéré la valeur principale d'une civilisation, quand on entre dans une nouvelle ère civilisationnelle, ce n'est plus la même chose. Donc, il y a une restructuration très profonde. Donc, aussi, les institutions ne sont plus les mêmes. Même si parfois elles peuvent persister, comme l'Église catholique, elle existe toujours, mais ça n'a plus rien à voir avec le rôle de l'Église catholique dans l'Europe médiévale. C'est pas la même chose. Il y a une sorte de continuité, mais aussi elle n'a plus du tout le même rôle qu'elle a pu avoir. Donc il y a certaines institutions qui persistent, mais il y en a beaucoup d'autres qui périclitent et d'autres qui naissent et qui correspondent à la nouveauté. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose de tiers qui émerge, tu vois, entre un modèle A qui se désagrège, des valeurs qui bougent, Oui. une polarisation, et pour arriver à dépasser ça, il y a quelque chose de tiers qui Voilà. dépasse. Est-ce qu'on peut dire Tout à fait. Alors, par exemple, je vais surtout utiliser des exemples de notre civilisation, hein, puisqu'on est tous européens ici, et que c'est ce que je connais le mieux. Donc, par exemple, les chrétiens, après la chute de l'Empire romain, ils ont des valeurs différentes. C'est-à-dire que pour les Romains, donc qui est un système tributaire esclavagiste, être un homme libre, c'est de ne pas travailler. Donc, c'est les esclaves qui travaillent et qui permettent aux hommes libres de s'occuper des choses qui ont de la valeur, la philosophie, le sens de la vie, le management de la police, hein, de POLIS, donc de l'Empire ou de la ville, donc d'être un bon citoyen romain ou hellénistique. Donc ça, c'est une chose. Les chrétiens, c'est ora et labora. Donc c'est prier et travailler. Donc je peux donner un exemple qui pour moi est tout à fait fascinant. Donc au 5e siècle, quand l'Empire romain occidental se dissout, donc du coup l'Italie, où il n'y a que des grandes propriétés de latifundia, qui produisent de l'huile d'olive et du vin avec des esclaves, du coup ils n'ont plus accès à la nourriture qui vient d'Égypte. Donc là, tu as l'invention par comment on dit en français, Saint Bénédicte, donc Saint Benoît, qui crée les règles de Saint Benoît et qui va créer le premier monastère en Italie, Monte Cassini, et c'est une nouvelle organisation du travail. Donc c'est un travail agraire, c'est un travail artisanal, et c'est la prière. Et donc, sur 50 ans, les bénédictins vont restaurer le système agricole, la production agricole en Italie. Au 10e siècle, 11e siècle, séparés avec les cisterciens. Donc, ils vont, en fait, les 3/4 de la terre européenne va être défrichée par ce modèle très similaire des cisterciens. Donc, ils vont créer le surplus agricole. Ce surplus agricole va créer les villes, et dans les villes, il y a les guildes qui vont créer le surplus du travail. Et alors, pourquoi ça c'est intéressant? Parce qu'on en viendra aujourd'hui. Donc là, on voit très, très clairement déjà le rôle des communs et des formes mutualisées dans les moments de crise. Donc, ce sont justement des institutions mutualisées, donc c'est-à-dire où le surplus va dans l'infrastructure et pas dans la consommation privée des riches, qui vont créer le surplus qui va faire renaître la civilisation européenne. Ça, pour moi, c'est très intéressant. Donc, on fera peut-être après le parallèle avec aujourd'hui. Mais donc, alors aujourd'hui, au niveau de la transvalorisation, je dirais, donc au début de la modernité, il y avait un grand débat entre où est la source de la valeur. Et évidemment, les féodaux,
les terriens, les propriétaires terriens, ils disaient c'est la terre. C'est la terre qui crée la valeur. Les bourgeois, ils disaient mais non, c'est le travail. Et c'est ce qu'on a accepté, aussi bien à gauche et à droite, donc Marx et Ricardo. On s'est dit non, c'est le travail qui crée la valeur et le surplus du travail qui crée la valeur. Donc c'est la commodity, donc la marchandise qui est devenue, qui crée le surplus, hein, la création et la vente de marchandises, et le travail est une marchandise, et la nature est devenue une marchandise, et l'argent est devenu une marchandise. Donc tout est devenu marchandise. C'est la valeur, on va dire, capitaliste. Or aujourd'hui, à mon avis, donc on est dans un nouveau modèle de valeur qui est un modèle contributif. Donc dans les communs et dans les modèles émergents du commun, c'est le socle commun de connaissances, de codes, de design partagés qui crée le socle de valeur contributif. Et là, le marché peut intervenir pour créer de la valeur ajoutée et des institutions quasi-étatiques peuvent émerger pour gérer les infrastructures. Mais en fait, donc il y a une transvaluation. Et donc, la macro-histoire va aider de retrouver ces patterns, non pas une fois, mais on va voir que c'est des patterns qui sont récurrents. Donc, la désagrégation, la fragmentisation, la polarisation qu'on vit aujourd'hui, c'est pas nouveau. C'est des choses qu'on a pu voir dans le passé et donc ça aide à comprendre le présent et le réel du présent en regardant ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que tu peux résumer ces patterns? On les a entendus agrégés d'exemples, mais est-ce que tu peux le reformuler, s'il te plaît, tu veux bien? Oui, alors il y a par exemple le pattern challenge and response, donc c'est-à-dire de voir la société comment elle réagit à des dangers et des mises en danger. Donc là, je peux peut-être introduire déjà un thème que je trouve assez intéressant qui vient de Quigley. Donc lui, il parle de Instruments of Expansion. Alors, là, j'anticipe déjà un peu mon survol de penseurs civilisationnels. Donc Spengler, il est très déterministe. Donc il dit une civilisation, ça naît, ça évolue et puis ça meurt. Je donnerai les détails après. Hein. Toynbee, il intervient et dit mais non, en fait, même la civilisation évolue. Il y a des générations dans les civilisations. Donc c'est déjà moins déterministe. Et puis Quigley dit non, il y a toujours moyen d'échapper à la mort d'une civilisation en recréant un instrument d'expansion. Alors c'est quoi un instrument d'expansion? Donc c'est une manière de créer le surplus. Parce que ça, il ne faut pas oublier, les sociétés et le modèle civilisationnel, c'est un modèle extractif. Donc c'est-à-dire, c'est faire croître un endroit particulier avec un centre, une périphérie et une semi-périphérie. Donc ça va être une société qui va être capable de créer un surplus de la nature, mais aussi d'autres systèmes sociaux, et qui va faire vivre tout le surplus, puisqu'il faut un surplus agraire pour créer les villes et le travail, on va dire, industriel. Il faut un surplus créé par le système industriel pour créer le cognitif. Tu vois, donc, la société, c'est un système aussi extractif. Et donc, par exemple, ce que j'ai décrit, donc, c'est-à-dire cette façon européenne, mais on retrouve ça dans d'autres pays. Hein. Donc, en fait, ces congrégations monastiques qui sont aussi bien militaires que productives. Donc, par exemple, on peut regarder l'Europe de l'Est qui était païen. Et ben, comment est-ce qu'elle a été gagnée par l'Occident? C'est pas les ordres militaires, les Templiers, les ordres teutoniques. C'est eux qui ont défriché, on va dire, au niveau militaire. Et puis, c'est les ordres monastiques productifs qui suivent après, qui vont créer le surplus productif. Donc, c'est un instrument d'expansion, ça.
Mais à un moment donné, Quigley dit, ils vont dégénérer. Et donc, un instrument d'expansion, ça va devenir quelque chose qui va servir l'institution, mais plus la société. Donc, elle va dégénérer. Donc, par exemple, les évêques vont devenir trop riches, ils vont souper le surplus, ils vont se battre avec d'autres institutions. Et du coup, ça fonctionne plus comme un instrument d'expansion. Donc, par exemple, après les croisades, ce système-là, il a arrêté de fonctionner. Et à ce moment-là, si la société peut se sauver en trouvant un nouveau modèle d'expansion, donc en Europe, ça va être le capitalisme commercial. Donc, il y aura les villes, et dans les villes, il y aura les guildes, il y aura les guildes marchandes, et il y aura des modèles d'expansion avec la Compagnie des Indes et tout ça, qui vont devenir le modèle pour l'Europe de recréer une deuxième vague de création de surplus par le commerce. Et c'est seulement après, donc ça va dégénérer, ça va devenir, ça va donner une crise, et donc à ce moment-là, le modèle industriel est le troisième, qui va aussi dégénérer, qui va devenir le modèle financiarisé, monopolistique. Et la question se pose, donc, est-ce qu'on peut retrouver un nouveau modèle d'expansion? Et peut-être que le néolibéralisme était un essai de recréer un nouveau modèle d'expansion. Je ne crois pas qu'il a très bien fonctionné. Je crois que là, il ne fonctionne plus. Mais voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi un pattern. Donc ça, c'est un pattern qui est-ce qu'on a un instrument d'expansion dans notre société, oui ou non? Ou est-ce qu'on est dans une phase de dégénérescence d'un instrument d'expansion? Un instrument d'expansion qui crée un surplus qui est au service du collectif. C'est quand le surplus est accaparé par une minorité et reste la valeur uniquement de la minorité, c'est là qu'advient la crise. C'est bien ça? Voilà, c'est tout à fait ça. Et ça, donc, il y a un nouveau livre qui vient de sortir de Peter Turchin, qui parle, donc, pour lui, donc là, on entre déjà dans des cycles beaucoup plus précis. Donc, il parle de wealth pump, donc la pompe la pompe de richesse, donc c'est-à-dire à l'intérieur d'une société. Donc, ce qui va se passer, c'est que il y a, surtout d'abord dans le système agricole. Donc, quand ça va bien, les gens vont faire plus d'enfants. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle d'avant le modèle industriel. Donc, les gens vont faire plus d'enfants. Donc, il y a plus de paysans, il y aura plus de citoyens dans les centres urbains, jusqu'à un moment donné où il y a trop de gens par rapport à ce que peut produire la société. Ça, c'est un processus. Le deuxième processus, c'est à l'intérieur du peuple. Il y aura des classes qui vont manger le surplus. Jusqu'aussi à un moment où il y aura, et ça, c'est ça qu'il appelle elite overproduction. Donc, il y a une surproduction d'élite. Alors, par exemple, les civilisations nomadiques, ils avaient une durée de vie d'environ 150 ans. Donc, par exemple, les Mongols. Ils n'arrivaient pas à sortir de ce cycle après 150 ans. Ils avaient surutilisé et ça dégringolait. Et donc, Ibn Khaldun, par exemple, il parle des civilisations musulmanes. Et comme les élites pouvaient avoir énormément de femmes, officiellement 4, mais en réalité, il y en avait plus. Donc, du coup, les familles de l'élite, elles s'étendaient et ils voulaient tous leur partie du gâteau. Et donc, ça faisait capoter les sociétés musulmanes. Alors, les Ottomans, ils ont trouvé la solution. C'est quand le sultan venait au pouvoir, il tuait toute sa famille. Et du coup, les Ottomans, ils sont restés au pouvoir pendant 450 ans. Et les Mamelouks en Égypte ont fait un système similaire. Donc ça, c'est le problème du surplus. Et donc, dans les sociétés agricoles, c'était vraiment très mécanique. Donc, phase ascendante, pic, donc le sommet, et puis la descente. Et puis, ça recommence. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est dans un système global d'overshoot. Alors ça, c'est très important. Ça, c'est aussi déjà dans le spécifique d'aujourd'hui.
Donc, dans le passé, c'était toujours des civilisations spécifiques qui étaient dans le cycle. Mais le capitalisme, il a résolu ça d'une certaine façon en, je dirais en anglais, serial exhaustion. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont affaibli, appauvri des régions entières, mais d'une façon succédanée. Tandis que le centre restait toujours riche. Donc, c'est-à-dire que si l'Égypte s'effondre et qu'il n'y a plus de grains qui viennent d'Égypte, ben, on va le chercher en Ukraine. Si l'Ukraine s'effondre, on va le chercher en Pologne. Et donc, les gens qui vivent dans le centre civilisationnel occidental, pendant 4 siècles, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas connu ces grands cycles de déclin civilisationnel parce que le système est devenu mondial. Donc là, il y a aussi tout un narratif comment on s'est mondialisé, etc. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé à un moment du cycle où on a une économie planétarisée, mais qui est en overshoot global. Donc, du coup, les solutions, et donc là, c'est un de mes concepts clés, c'est le cosmolocalisme. Je crois qu'on est... donc, la nouvelle génération civilisationnelle va avoir un nouveau modèle géo-temporel avec un nouveau modèle qui sera le modèle cosmolocal. On peut en parler maintenant ou après. Mais donc, c'est un modèle où tout ce qui est lourd est local et tout ce qui est léger et global est partagé. Et alors, je voudrais peut-être insister sur un pattern que je crois que j'ai développé moi-même. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont trouvé d'une certaine façon aussi, mais en tout cas, je crois que c'est moi qui l'ai formulé, c'est la pulsation des communs. Donc là, c'est très clairement, c'est-à-dire que dans les phases ascendantes, les communs s'appauvrissent et s'affaiblissent. Et donc, les institutions extractives vont être capables de bien nourrir le peuple et donc de les contenter. Et donc, les motivations du commun vont diminuer. Mais dans les phases descendantes, où l'État et le marché vont plus être capables d'aussi bien s'occuper du peuple, donc là, la motivation va être vers une relocalisation et vers une revitalisation des communs locaux. Et donc, c'est ces communs locaux qui vont créer les conditions pour éventuellement une nouvelle phase ascendante. Donc, ça, c'est un peu le cycle. Donc, le cycle phase ascendante plutôt extractif, crise, première crise, phase descendante. Mais dans la phase descendante, le mouvement régénératif va naître et va éventuellement aider à créer un surplus qui va recréer une nouvelle phase ascendante. Alors, jusqu'à présent, ça a toujours été dans le cas de sociétés de classe. Les élites vont changer, les sociétés de classe vont changer, mais ça va toujours être des sociétés de classe qui vont établir le nouveau, mais souvent avec des contrats sociaux favorables au début au peuple et aux institutions des communs, donc qui ont créé les bases de cette richesse. Donc, c'est-à-dire qu'au début du XIe siècle, les guildes et les communs agricoles vont être en position de force. Et c'est seulement après que les forces extractives vont prendre le dessus, vont décliner vers des institutions égoïstes et vont recréer les conditions de la crise. Voilà. Donc ça, c'est des patterns essentiels pour comprendre où on en est. Emmanuel, peut-être tu veux réagir? Oui, j'avais envie de dire juste une petite chose sur cette dimension de société de classe. Tu dis, Michel, donc ça s'est toujours fait dans ce contexte de société de classe, mais il me semble que si on remonte vraiment au début, c'est-à-dire aux chasseurs-cueilleurs, ça se fait en dehors des sociétés de classe. Alors, ça, c'est pour moi justement une question ouverte. Donc il y a cet égalitarisme relatif de ce type de société qui est bien documenté. Je ne crois pas que c'est un mythe, c'est quelque chose de très réel. Mais dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés complexes.
dès le moment où se crée une complexité de la société agricole, ça dure un certain moment. Par exemple, David Graeber, il décrit très bien cette période intermédiaire où il y a encore de multiples formes et ça va dans l'un et dans l'autre. Mais à un moment donné, il y a quand même une consolidation qui se fait. Et donc, la société de classe va s'établir avec l'État, etc., etc. Et donc, dans les sociétés complexes, on n'a que connu des sociétés de classe de formes différentes, mais toujours des sociétés de classe. Et donc, à mon avis, les sociétés, les religions universalistes et le marxisme sont chaque fois des essais où les forces vives de la nation essayent de remettre à jour l'idéologie égalitariste. Donc les communautés monastiques, le marxisme, le mouvement ouvrier, ça prend des formes différentes. Mais en fait, c'est chaque fois cette impulsion-là qui revient et qui va rebalancer la société, mais seulement pour un temps. Donc, ça va créer des contrats sociaux, un contrat social. Alors ça, je peux peut-être vous raconter parce que c'est très intéressant. C'est ce qui s'est passé au XIe siècle. Donc, 5e siècle, déclin de l'Empire romain. 8e siècle, c'est la catastrophe. Parce que là, les musulmans envahissent le nord de l'Afrique, donc cassent le contrôle et l'accès à la mer Méditerranée. Donc, du coup, il n'y a plus de commerce du tout et l'Occident s'effondre. Et il y a les musulmans au sud, les Saracènes au sud, les Avars à l'est et les Vikings qui viennent du nord et qui vont complètement mettre à bout la société européenne. Et donc, le féodalisme, dans son sens positif, ça va être quoi? Donc, on va créer et soutenir des guerriers locaux. Donc, d'abord des milices qui vont devenir les chevaliers. Et nous, les paysans, on va travailler, on va donner nos surplus à ces chevaliers pour qu'ils puissent nous défendre. Et donc, ça va créer le féodalisme qui va être d'abord défensif et puis qui va être en fait l'instrument d'expansion de l'Occident, mais qui va être très, très violent et extractif. Donc, c'est-à-dire qu'au Xe siècle, il y a vraiment une crise parce que justement, ces nobles, ils violent les femmes, ils ont le droit de cuissage, ils exagèrent, ils volent l'or des églises. Donc, il y a une crise sociale énorme en Flandre, en France, en nord d'Italie, en Allemagne, etc. Et c'est là que les bénédictins de Cluny vont créer un mouvement social qui s'appelle le mouvement de la paix de Dieu. Et c'est vraiment donc les moines avec la Vierge Marie, les paysans derrière qui vont confronter les seigneurs à leur péché. Donc c'est une vraie révolution sociale qui va créer 3 règles. Première règle, faites l'amour, pas la guerre. Donc c'est-à-dire, les nobles vont promettre à l'Église de se marier et pas toujours de se battre pour s'étendre. Donc il y a une certaine pacification des luttes interféodales. Deuxième règle, c'est la primogéniture. Alors c'est quelque chose qu'on n'aime pas aujourd'hui, donc c'est le premier fils qui reçoit tout, mais ça va pacifier les luttes internes dans les familles. Donc du coup, le premier fils reçoit tout, et donc du coup, les autres fils, et qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc ça va créer un surplus, et c'est ça qui va nourrir les croisades. Donc qui va permettre à l'Occident, et on voit que ça se passe chez les Mongols aussi. Donc c'est au moment où les civilisations nomades instaurent la primogéniture, parce que sinon la terre se fragmente et ça s'effondre aussi. Donc ils vont garder une certaine échelle au niveau de la propriété terrienne. C'est essentiel pour survivre dans certains moments. Et ça va créer le surplus de jeunes guerriers qui va créer justement les moments expansifs. Donc ça se passe en Occident. Alors le troisième, ça c'est un peu moins positif pour les commoneurs parce que c'est l'interruption de la chasse sur les terrains des nobles. Et donc du coup, les paysans vont avoir moins accès à la viande, ils vont devoir travailler plus et ça va créer le surplus agricole. Donc en fait, c'est cet accord social qui est codifié dans ce qu'on appelle les chartes de la paix des dieux. Il y en a environ 600
en France et en Flandre, etc., qui vont créer les conditions pour toute cette expansion qui va durer 3 siècles, qui va doubler la population en Europe et tripler en Occident. Donc, tu vois, le jeu, donc, il y a les révolutions, c'est très réel et ça va créer des contrats sociaux plus positifs, mais jamais parfaits, dans des sociétés de classe. Et donc, la question à se poser, c'est est-ce que dans une société complexe, on peut avoir l'égalité complète? Ce qui était le rêve du marxisme. Et moi, j'y crois plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer, qu'on ne peut pas avoir des contrats sociaux et écologiques qui sont beaucoup plus positifs pour la majorité humaine. Et alors, ça va durer 2-3 siècles. C'est déjà pas mal, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est une vision un peu plus réaliste du changement social. Mais donc là, on doit, en fait, donc on est sur on bute sur un contrat social qui ne marche plus, qui était celui de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a dit, la bourgeoisie de l'Occident va partager avec la classe ouvrière de l'Occident, mais basé sur un néocolonialisme de la périphérie et sur une surexploitation naturelle qui va donner ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. C'est-à-dire que le coût du contrat social occidental a été justement la destruction de l'équilibre écologique de la Terre. On doit renouveler le contrat social au monde entier et on doit ajouter un contrat écologique. Donc ça, c'est le challenge pour le nouveau système. Avant que tu rentres dans ce point-là, je voudrais revenir sur quelque chose. Donc, tu dis qu'effectivement, la société des classes est revisitée. Ce qu'on a de particulier en ce moment dans cette désagrégation de notre modèle, c'est aussi une société des communautarismes. Oui. Et donc, ça, c'est pas du tout pareil que la différence de classe. Et c'est présent. Donc, la question est de savoir, est-ce que ça va participer à la désagrégation et faciliter le ferment d'autres choses avec de nouvelles valeurs et un nouveau contrat social? Ou est-ce que ce sont des oppositions qui vont avoir du mal à se discuter? Parce que le problème, c'est que pour créer un nouveau contrat social, il faut déjà reconnaître l'altérité de l'autre et avoir envie de tisser ensemble. Et là, on a un problème majeur de rupture de dialogue entre altérités. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça? Alors, c'est là que le genre de travail que je fais intervient parce que c'est un problème de narratif. Donc, il y a une crise de narratif intégratif. On ne croit plus dans la société globale, on ne croit plus dans la société nationale. Et donc, du coup, il y a une désagrégation. Donc, il y a une retribalisation de la société. Alors, à droite, ça s'exprime d'une façon un peu réactionnaire, si on peut dire. Donc, on regarde vers le passé et on se dit, on faut recréer la nation. Donc, le souverainisme, l'identitarisme de droite, le renouveau religieux. Donc, on s'attache. Donc, typiquement, pour le sentiment plutôt à droite, c'est quelle est ma communauté? Et ce sont plutôt des communautés organiques qui existent, même s'ils sont en déclin et tout. Et on dit, je voudrais recréer ce que j'ai connu une fois, la famille, la nation, etc., etc. Bon, l'ethnie, la religion. À gauche, qui justement s'adresse à une couche qui est complètement sans attache, parce que justement, dans notre société, il y a les gens qui ont encore des attaches qui ne peuvent pas s'échapper du territoire, ce qu'en anglais on appelle les nowhere. Donc, c'est eux qui nourrissent la crise populiste. Par contre, les gens comme nous, on peut échapper à la crise, on a notre ordi, on a notre éducation, et du coup, on a moins d'attaches. Et du coup, là, pour moi, la maladie, c'est l'identitarisme intersectionnel ou woke, c'est-à-dire qui est-ce qui va pouvoir me protéger? Ben, c'est les gens comme moi. Donc là, les gens qui ont la même couleur de peau, les gens qui ont le même sexe, les gens qui ont... Mais donc, des deux côtés, il y a une retribalisation. Et pour moi, la solution n'est pas là. Parce que justement, c'est parce qu'il n'y a pas de narratif intégratif qu'on descend vers un communautarisme. Alors, les Ottomans, ça c'est intéressant parce que moi, je crois que le programme woke, c'est ça. Hein, donc, le programme woke, c'est la société des millettes.
Donc les Millets, donc les Ottomans, quand ils ont créé leur empire, donc ils ont envahi tous des peuples chrétiens, orthodoxes, enfin tous ces peuples du Moyen-Orient qui n'étaient pas turcs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont créé un système de ségrégation. Et ça a marché pendant des siècles. Et alors, je sais pas si vous voyez, quand on voit les films sur Istanbul, on voit les gens qui courent sur les toits. Eh ben, pourquoi? Parce qu'on fermait les rues à 8 heures du soir pour que les communautés ne soient pas en contact et ne se disputent pas. Donc, c'est pour éviter les conflits. Mais donc, les gens qui voulaient continuer leur contact, ben, ils avaient créé ces chemins sur les toits et comme ça, les amoureux pouvaient encore se rencontrer, etc., etc. Ou faire du commerce illicite, je ne sais pas trop. Mais c'est le système du Millet, c'est ça, c'est un système de ségrégation communautariste. Et quand on voit les lois qui sont votées aux États-Unis, c'est toutes des lois ségrégationnistes. Donc 70% des étudiants ne vivent plus en communauté intégrée, mais en communauté séparée. 30% des diplômes sont donnés dans des rituels qui sont séparés par couleur de peau. Donc ça, c'est une voie, mais pour moi, c'est une voie qui est pas la solution, c'est une voie qui répond à la dissolution. Tout comme à la fin de l'Empire romain, le système féodal était une désagrégation. Alors, ça peut être positif au niveau des paysans, par exemple, quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus de taxes, il n'y a plus de système monétaire. Ben, du coup, tu es en famille, tu es dans une paroisse, tu es dans une communauté religieuse, avec des rituels constitutifs. C'est pas dit que c'était pire pour la plupart des gens. Personnellement, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. Je crois que c'est vraiment un déclin et un signe de déclin. Et parce que c'est parasitaire. Il n'y a pas de production dans ces systèmes. C'est demander à l'État de partager des ressources par rapport à des critères de couleur de peau, etc. Et donc là, je crois qu'un narratif civilisationnel qui donne une vision du futur, cosmo-global et contributif, parce qu'il y a justement, donc pour moi, quand on entre dans le système contributif, on recrée une nouvelle couche identitaire qui est double, qui est aussi bien locale que translocale. Donc, c'est-à-dire, tu fais la permaculture, tu as les pieds dans la boue, donc c'est très, très local. Tu travailles avec des gens autour de toi, donc tu recrées un tissu communautaire, productif et contributif autour de toi. Donc, tu recrées des solidarités et tu recrées une identité. Je suis permaculteur et ça donne du sens à ma vie. Je suis en connexion écologique avec les cycles naturels, etc., etc. Mais en même temps, dans le cosmolocal, eh ben, toute la connaissance est partagée dans une communauté translocale. Donc, en fait, tu recrées une couche identitaire au-delà du tribalisme, au-delà de la désagrégation, parce que tu es en train de créer une régénération de la nature, une régénération du travail, une régénération des valeurs qui n'est plus uniquement locale, mais qui est cosmolocale. Et du coup, tu peux avoir une vision du local, du régional, biorégional, de la nation qui a une nouvelle fonction et du global qui recrée une couche identitaire planétaire, mais pas une forme de globalisme qui est sans racines et qui est contre le peuple et qui est positif. Voilà. Ça, c'est un peu ma vision. Donc, moi, je mets mon espoir là-dedans, c'est de recréer un narratif intégratif qui est contributif, qui est cosmolocal, qui est régénératif, qui ne rejette pas le passé, mais qui est intégratif. Donc, moi, j'appelle ça le transmoderne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apprendre des indigènes et de leur relation générative avec la nature et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'éthique des grandes civilisations axiales, donc les grandes religions chrétiennes, bouddhistes, qui ont, à mon avis, beaucoup de choses à nous apprendre et à nous apporter. Le modernisme, moi, j'ai pas envie de mourir à 30 ans, donc je trouve que la science, certaines technologies, un niveau de complexité des systèmes sociaux, c'est tout à fait quelque chose d'intéressant. Le postmodernisme,
le bon côté de cette critique, hein, de se remettre en cause, de remettre en cause certaines règles sociales. Mais le transmodernisme, c'est de prendre le meilleur de tout et de pouvoir employer les logiques appropriées de chaque phase. C'est-à-dire, quand on est amoureux, on doit être romantique. On ne doit pas être calculateur. Quand on fait de la poésie aussi, on doit être mythologique. Mais quand on fait un pont, on a intérêt à être rationnel. Et quand on fait de la méditation, on a intérêt à être transrationnel. Je ne sais pas si vous voyez un peu le... Donc, pour moi, tout ça, ça fait partie de la civilisation à venir. Donc, c'est des éléments constitutifs. Alors, je ne dis pas que tout est prêt et qu'on est prêt. Mais ce que je prétends, c'est qu'on est en construction. Et que de se mettre en phase avec construction nous donne plus de significat, plus de meaning que si on est dans une réaction communautariste et parasitaire par rapport à la crise sociétale. Alors, j'ai juste envie de réagir à ça parce que je pense qu'en effet, ça peut être la conclusion de ce moment ensemble. Moi, la question qui resterait, puisque je partage et j'adhère à ce que tu dis, c'est comment donner le goût à ceux qui, par leur rupture communautaire, vont rejeter par essence le type de discours qu'on porte parce que, par exemple, on est blanc, CSP, je sais pas quoi, etc. Donc, pour qu'il y ait un récit intégratif avec les composantes que tu as décrites, je me dis comment en donner le goût à d'autres, non pas forcément pour leur imposer, sinon on repartirait encore sur les mêmes modèles précédents, mais juste pour donner le goût, pour tisser ensemble et co-construire ce récit intégratif. Parce que là, pour le moment, je pense que le simple fait d'ouvrir la bouche fait que certains vont passer parce qu'on n'a pas les critères de la communauté à laquelle ils appartiennent pour avoir envie d'avancer. Donc, ça veut dire pour moi qu'il faudra passer à une étape supplémentaire qui est une transdisciplinarité diverse. Il faut absolument qu'on soit dans une pluralité de points de vue partagés, non pas pour convaincre les autres, c'est pas ça que je veux dire, mais avoir des gens d'origines différentes qui auraient envie de contribuer à ce narratif-là et qui pourraient être du coup des clés d'entrée, des passerelles, des ponts pour les différentes communautés pour qu'on co-crée ensemble. Oui. Alors, je peux peut-être vous partager mon expérience. Donc, j'ai fait une cartographie des communs dans la ville de Gand en 2016, où j'avais donc, par exemple, noté qu'il y avait des communs dans tous les domaines de l'approvisionnement aujourd'hui et il y avait une croissance par 10. Donc, il y en avait 50 en 2008 et 500 en 2016. Et tout ça, c'était très, très positif, à mon avis, et à mon avis, ça continue. Mais ce que j'avais aussi trouvé, que j'ai pas pu étudier parce que ça prenait beaucoup trop de temps pour les 4 mois que j'avais, c'était qu'en fait, les peuples ethniques, ils ont plein de communs, et en fait, ils en ont beaucoup plus. Et alors là, il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire que les communs civiques, qui sont par idéologie inclusive et diverse, en fait, ne rejoignent que les gens éduqués dans les villes, qui sont souvent des gens plutôt blancs, etc. Donc, c'est le paradoxe. Et que par contre, les communs qui étaient spécifiquement, idéologiquement plutôt fermés, donc pour les musulmans, pour les Népalais, en fait, étaient plus inclusifs, au niveau, par exemple, de composition de classe. Donc, ça, c'est le grand paradoxe. Alors, au niveau des solutions, je ne sais pas trop, parce que moi, j'ai expérimenté moi-même, justement, c'est ce que tu as dit, hein, c'est que par rapport justement à cette intersectionnalité, il y a énormément de projets des communs qui ont capoté, parce que c'est incompatible. Hein. Donc, dans un système contributif, tu ne peux pas demander « donnez-moi X parce que je suis Y ». C'est impossible, tu ne peux pas. Donc, tu es reconnu par ta contribution. Évidemment, il faut reconnaître tout le monde, donc ça doit être ouvert à tous. Mais donc, on a un vrai problème, c'est-à-dire que les pratiques identitaires ne marchent pas dans les communs, ils font capoter les communs. Bon,
Alors, je vais donner un exemple pratique. Moi, je travaille avec des Chinois. Donc, c'est un groupe de Chinois qui s'appelle Global Chinese Commons. Donc, c'est une communauté crypto. Donc, c'est des Chinois qui veulent créer cette infrastructure de système, d'écosystème ouvert, de conditions mutuelles où ils peuvent créer de la valeur et partager la valeur ensemble. Et qui financent ce qu'ils appellent public goods, mais en fait, c'est des communs. C'est des common goods. Parce que c'est pas étatique, donc ils veulent financer donc des infrastructures qui sont communes pour tout le monde crypto, etc. Bon. Ce sont des Chinois, mais ils se mettent au service du monde crypto. Ils achètent et ils louent des communautés de vie à Chiang Mai où j'habite, et donc je travaille avec eux. Il y a un centre ici. En Turquie, il y en a 2, etc. Et tu vois, bon, ça, c'est des gens qui sont pas blancs, ils sont asiatiques, ils sont chinois, mais ils sont tout à fait ouverts et ils se mettent au service des populations locales. Et donc, dans leur idéologie, donc vraiment, ils disent, nous, on crée des centres, mais c'est pour aider les populations locales. Donc, ils sont pas du tout dans un exode de classe où l'élite cognitive cherche à s'échapper de la crise mondiale en utilisant du crypto pour pouvoir voyager. Non, non, eux, c'est vraiment, ils sont pas des nowhere, ils sont des everywhere. Donc, ils se mettent spécifiquement au service. Donc, moi, c'est dans ce genre de pratique. Donc, j'ai pas une solution comme ça théorique à vous donner. Mais je crois que organiquement, les gens vont trouver des solutions à ça. Et que justement, le contributif, c'est le meilleur vaccin, en fait, contre l'identitaire. Parce qu'on a besoin de tout le monde et qu'on juge les gens par rapport à la contribution et qu'on aide les gens à contribuer. Et que finalement, il y a peut-être des adaptations à faire, hein. Il y a des adaptations culturelles. Les Chinois travaillent peut-être pas de la même façon que les Occidentaux et les Africains travaillent peut-être pas de la même façon que les Asiatiques. Mais ils sont tous en train de faire du Linux. Ils sont tous en train de travailler sur Arduino. Ils sont tous en train de faire du crypto. Et alors, il faut se lier au somewhere, hein, aux gens qui sont bien ancrés dans leur village. Et voilà, c'est ce mélange cette civilisation qui va donner les solutions qu'on cherche aujourd'hui. Mais c'est peut-être un peu trop tôt de dire exactement ce qui va marcher par rapport à la crise et aux problèmes que tu décris. Oui, je voulais juste mettre ça en alerte et je te remercie. Et donc, l'être humain est un être technologique. Une grande partie de notre identité, c'est qu'on a des outils, on les utilise, et puis les outils nous influencent à leur tour. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, évidemment, c'est il y a cette machine cybernétique qui commence à nous gouverner et moi, je suis critique par rapport à la technologie, mais je rejette pas la technologie en tant que soi. Donc, pour moi, justement, par exemple, les Amish, hein, je trouve très intéressant. Bon, je dis pas qu'il faut s'arrêter au XVIIe siècle comme eux, mais ils ont 2 critères. Donc, un critère qui est évidemment le leur parce qu'ils sont religieux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, et ils vont essayer de lire la Bible par rapport aux technologies et s'ils doivent l'accepter ou pas. Mais leur deuxième question, est-ce que ça soutient ou pas notre communauté? C'est-à-dire qu'ils vont rejeter les technologies qui sont subversives par rapport au mode de vie qu'ils ont choisi de vivre. Et ça, je crois que c'est pour tout le monde comme ça. Pas au même niveau que les Amish, mais que chacun doit pouvoir décider dans notre contexte, dans notre projet, quel type de technologie est approprié et que l'humanité soit maître de technologie et pas la victime. Donc, c'est-à-dire, il y a tout un débat, évidemment, à avoir sur la nature de la technologie aujourd'hui et du système technologique. Et il y a beaucoup de mauvaises choses à en dire, hein, surveillance, contrôle algorithmique, censure, aliénation, hypermédiation. Enfin, il y a toute une critique technologique à faire. Mais ça ne veut pas dire que on doit rejeter justement cette capacité de nous organiser à une échelle qui est au-delà du local. Et que de toute façon,
notre challenge, c'est ça. C'est comment agencer le local et le translocal. Et ça, on n'en sortira pas. C'est vraiment le challenge de notre époque. En tout cas, merci Michel, puisque l'objectif, c'était d'avoir un panorama un peu global de la compréhension de ce que l'histoire de l'humanité aux décivilisations, ne serait-ce qu'occidentale, mais pas que, peuvent nous apporter sur la compréhension de ce qu'on vit aujourd'hui, de telle sorte à accepter en toute tranquillité ce qui se désagrège, mais avoir ce regard, j'appelle le tri sélectif et de discernement pour arriver à extraire ce qui est récurrent et qui est modélisant, à savoir les patterns, et puis s'inspirer de ce qui serait vraiment émergent et qui permettrait d'avoir un narratif co-développé pour réaliser ce que tu proposes. Donc voilà, on vous a mis en appétit et on espère vous allez avoir envie d'écouter la suite des développements. Merci Christine, merci Emmanuel, merci de votre attention et de votre intérêt à mon travail. Je dois aussi dire que c'est un travail collectif, hein, donc j'ai beaucoup travaillé avec d'autres personnes et surtout je m'inspire des vrais projets réels et de l'expérience. Donc j'espère que ce que je raconte, c'est pas seulement au niveau de l'esprit, mais quelque chose qui est organique par rapport au mouvement social et qui se développe autour de nous tous les jours. Merci.